Bonjour, nous allons passer maintenant à ce deuxième volet sur le crânio-pharyngium de l'enfant en faisant un focus sur l'abord sous-frontal qui, comme je l'ai dit dans la première partie, est l'abord qui est le plus souhaitable pour l'enfant. Dans notre pratique, évidemment, il y a certains crânio-pharyngiomes qu'on ne pourra pas opérer par cette voie-là, on sera obligé de passer par voie transventriculaire. Donc, dans cette deuxième partie, il y aura certainement des redites sur ce qui a été dit précédemment, puisque ça correspond à la voie opératoire la plus utilisée dans ma pratique. Alors, tout d'abord, quel est le but de la chirurgie? Avant de décider une opération, qu'est-ce qu'on se propose comme but? Il faut faire bien sûr un diagnostic histopathologique, alors, et en particulier de plus en plus pour chercher si on va avoir des cibles pour un traitement ciblé sur une anomalie biologique. Bon, alors, j'ai mis des points de suspension puisque on sait bien que chez l'enfant, il n'y a encore pas de traitement qui a prouvé son efficacité dans les crâniopharyngiomes adamantinomateux. Le but après, c'est la décompression qui peut être une urgence quand il y a une détérioration visuelle. Hein, ça peut être vraiment une tumeur à opérer de façon très rapide, hein, et puis l'exérèse tumorale, c'est avec un point d'interrogation. Est-ce que c'est souhaitable pour le patient? Ici, on va essayer de déterminer qu'est-ce que ça apporte, la voie d'abord sous-frontale, quels sont les résultats qu'on obtient, et ce sera donc à comparer avec d'autres protocoles de traitement dans d'autres expériences neurochirurgicales. Parce que le fond de la question, c'est toujours bien sûr de préserver le pronostic fonctionnel le mieux possible. Alors, j'ai remis ce schéma qui représente le polygone de Willis. Hein. Donc, notre tumeur, elle va siéger au centre du polygone de Willis. Donc, on va essayer de changer la perspective pour arriver plus par en dessous. Notre tumeur est par-delà, elle est au contact des voies optiques. Elle va soulever ce chiasma contre les artères cérébrales antérieures. Et l'abord sous-frontal, elle va nous permettre un abord médian pour passer en dessous de la communicante antérieure et des voies optiques si nécessaire, en passant entre les voies optiques, entre les nerfs olfactifs, au-dessus et en dessous du chiasma. Ça va nous permettre de pénétrer dans le troisième ventricule par la lame terminale. On est donc au centre du polygone de Willis et entre les deux plans vasculaires carotido-sylviens. Et on arrive par l'avant sur le plan vertébro-basilaire et les artères cérébrales postérieures. Donc voilà ce que nous apporte comme vision la dépose du rebord orbitaire. Donc, la dépose du rebord orbitaire, c'est pour permettre d'éviter les complications liées au soulèvement frontal, au niveau du cortex frontal, au niveau du chiasme optique. La dépose du rebord orbitaire, c'est un geste courant en chirurgie crânio-faciale. Il m'a été enseigné par le professeur Delem et d'une façon générale, les neurochirurgiens pédiatriques maîtrisent très bien la dépose du rebord orbitaire et on ne va pas s'en priver quand ça peut rendre service dans la chirurgie des tumeurs, en particulier du crânio-pharyngien. Donc, l'adage, c'est que pour aller plus haut, sans rétracter le cerveau, il faut partir de plus bas. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin? Bien sûr, d'un bistouri. Est-ce qu'on va utiliser la tétière à pointe? J'évite de l'utiliser parce que, comme on va le voir, l'incision va être assez postérieure et on n'a pas forcément la place pour mettre en place une tétière à pointe en arrière de l'incision et le plus souvent, ça n'est pas nécessaire. Donc, vous voyez ici l'incision, elle est très postérieure. Ici, on a mis des rétracteurs sur le scalp. On a besoin des clips de Raney pour border l'incision. Ça fait gagner beaucoup de temps à l'ouverture. On a besoin des rugines de Wegeser pour décoller le périoste et en particulier dans la région de la glabelle au niveau du rebord orbitaire. On a besoin bien sûr d'un trépan et d'un craniotome. Alors dans le temps on utilisait cette scie oscillante, maintenant on utilise de plus en plus le piézotome. Et puis bien sûr d'un microscope de la meilleure qualité possible pour cette chirurgie. Donc l'incision du scalp, ça va être une incision de scalp de Kern-Unterberger qui est incomplète. Bon, le plus souvent on passe par le côté droit, donc on ne va pas forcément descendre jusqu'à l'oreille du côté gauche. On va faire un décollement sous-galéal jusqu'au changement de courbure. Le décollement sous-galéal est moins hémorragique que le décollement sous-périosté. Par contre, au niveau du changement de courbure, on va inciser le périoste pour exposer la région de l'ostéotomie. Comme ça, on aura un lambeau de périoste qui viendra se remettre tout seul
par-dessus les ostéotomies à la fin de l'intervention. Et donc, on va décoller le périoste entre les deux muscles temporaux qu'on va respecter, sauf ici du côté droit, on va inciser l'aponévrose temporale en regard l'apophyse orbitaire externe, ce qui va nous donner accès au keyhole. Donc le trou de trépan ou les trous de trépan, donc ça dépend chez un bébé, on n'a pas forcément besoin d'en faire deux. Il faut tenir compte du fait que la dure-mère peut être fragile chez un enfant qui est en prévention d'hormones de croissance, notamment quand il s'agit d'une récidive. Et donc, on peut facilement déchirer la dure-mère et ça peut faire saigner. Donc, au niveau du keyhole, il faut se rappeler que la corticale externe et la corticale interne ne sont pas parallèles, c'est-à-dire qu'il va falloir redresser son trépan quand on aura passé la première corticale pour arriver perpendiculaire à la corticale interne. Et puis on fait un deuxième trou de trépan qui va être au-dessus de la ligne d'ostéotomie, au-dessus de la ligne des cheveux, donc pour que ce trou soit le moins visible possible, il va nous servir uniquement à décoller sur la ligne médiane en regard du sinus sagittal. Donc les craniotomies, on va faire un volet fronto-basal qui va dépasser la ligne médiane ou plus ou moins. Ici, c'était un bébé avec une métopique perméable, donc on s'était contenté de faire un volet en charnière sur la suture métopique. Il faut se méfier du saignement du sinus sagittal quand il y a une métopique perméable. On s'étend vers le ptérion, plus ou moins vers la fosse temporale interne en fonction de la topographie du crânio-pharyngiome. Et puis, on va exposer par voie extradirale le toit d'orbite, le pilier latéral de l'orbite, et puis déposer ce rebord orbitaire en utilisant le piézotome ou la scie oscillante, en faisant bien attention à ne pas abîmer la périorbite, parce que si la périorbite, si la graisse fait hernie, elle va nous priver de tout le bénéfice d'avoir retiré le bandeau orbitaire. Et donc, une fois qu'on a fait notre dépose, on va ouvrir la dure-mère, on fait une incision sourcilière pour exposer le pôle frontal. On va descendre vers la ligne médiane à proximité du sinus sagittal. Donc, on n'a pas de veine en pont à cet endroit-là. On a des veines en pont en arrivant sur le sinus, mais en sous-frontal, on n'en a aucune. Et puis, en soulevant le lobe frontal, on va identifier le nerf olfactif, la tumeur qui apparaît entre les deux nerfs optiques, la carotide. Et donc, on va pouvoir ouvrir la vallée sylvienne médiane et exposer donc les différents triangles. Ici, c'est le triangle interoptique. Ici, le triangle interolfactif. Et on va exposer ainsi toute la région avec les deux nerfs optiques, le nerf olfactif droit et on a la région du corps du sphénoïde et de l'apophyse clénoïde postérieure gauche ici. Et donc, on va avoir le triangle interoptocarotidien, le triangle interopto-olfactif et on expose ainsi toutes les régions où on a besoin de disséquer la tumeur. Donc, la dissection arachnoïdienne, ici, on a donc exposé nos structures, on a disséqué le nerf olfactif et ici, on va avoir à séparer la tumeur à la face inférieure du nerf optique. Ici, on va continuer la dissection en dessous du chiasma optique et on va faire descendre la tumeur dans la région sous-chiasmatique. On fait descendre ce dôme tumoral qui vient du troisième ventricule, qui se clive en général assez bien. Et on va le faire descendre tout doucement pour pouvoir le morceler et le retirer. Alors, on peut être gêné par des nerfs optiques courts, hein. Ici, vous voyez que la tumeur elle est immédiatement au-dessus des nerfs optiques qui apparaissent bien courts et opératoirement, effectivement, on avait des nerfs optiques qui étaient très courts. Pourtant, on a pu aborder la tumeur dans le troisième ventricule à travers la lame terminale. Et puisqu'en fait, vous voyez que si les nerfs optiques sont plus courts, ce qu'on perd comme visibilité en dessous du chiasma, on la récupère au-dessus à travers la lame terminale. Donc, ce sont des variantes dont il faut tenir compte, mais qui ne sont pas forcément, qui ne vont pas forcément nous empêcher d'aborder ces tumeurs et de faire une résection. Alors, il y a une partie charnue et puis il y a une partie kystique et les membranes tumorales, elles doivent être retirées parce que elles sont à l'origine de récidives. Et donc ici, on va progressivement disséquer ces membranes qui adhèrent ici à la membrane de l'ilioquiste. On va exposer l'espace rétroclival
avec le tronc basilaire et ses branches. Et ici, on va progressivement disséquer cette membrane d'avec l'artère basilaire. On voit qu'ici qu'il y a une branche perforante qui vient de l'artère cérébrale postérieure. On voit plus bas l'artère cérébelleuse supérieure et on va progressivement cliver ces membranes, les décoller des vaisseaux. Ça se décolle bien lors d'une première intervention, beaucoup moins bien lors d'une récidive. Et donc on a ainsi progressivement clivé la membrane de ce kyste qui vient tout doucement en la décollant des différents éléments, notamment vasculaires. Alors, dans certains cas, on a une tumeur qui est essentiellement sous-diaphragmatique, qui est plus facile à cliver d'avec les voies optiques et l'hypothalamus, mais qui par contre souvent infiltre dans le sinus caverneux. Donc, si on peut aborder du côté contralatéral au sinus caverneux qui est le plus infiltré, on a un abord visuel plus direct sur la face interne du sinus caverneux contralatéral. Ici, on a donc fait notre dissection, on a exposé le dôme de la tumeur, et puis on va entrer dans ce dôme tumoral, on va faire un curetage du contenu cellulaire, et on peut s'aider notamment de l'endoscope, et c'est vraiment quelque chose qui peut être décisif quand on a un reliquat tumoral qui est caché derrière la région optocarotidienne. C'est souvent de là que ça peut repart. Et donc, vous voyez ici, on va pouvoir, avec notre endoscope, voir le fond de la selle turcique, contrôler la face interne du sinus caverneux des deux côtés. Euh, et, et donc, vous voyez ici, on va rentrer à travers l'ouverture du diaphragme cellulaire dans le sinus caverneux. On contrôle le fond de la selle turcique. Vous voyez qu'ici, il reste une membrane tumorale. Et vérifier qu'on a fait une exérèse complète. Alors, il faut faire attention quand on a de la tumeur qui infiltre le sinus caverneux, ça peut faire un véritable bouchon tumoral, c'est-à-dire que quand on enlève ce bouchon, ça peut se mettre à saigner, et donc il faut le remplacer par un bouchon hémostatique. Et en tout cas, c'est clair qu'on voit beaucoup mieux la face interne du sinus caverneux contralatérale à la voie d'abord. La fermeture, donc on va fermer la dure mère, bien sûr. On cranialise à l'occasion le sinus frontal s'il a été ouvert. On repose le bandeau frontal avec un fil résorbable, en ayant prévenu les parents qu'il y aura un granulome sous la peau le temps que ce fil se résorbe. On fait des suspensions périphériques, on repose le volet avec des fils résorbables et on va fermer le muscle temporal et la peau avec des fils à résorption rapide. Vous voyez que ça laisse une reconstitution tout à fait invisible de la région fronto-orbitaire. C'était un enfant qui était arrivé aveugle à l'âge de 6 mois. La tumeur a été enlevée totalement. Il a récupéré la vision et c'est le seul cas, je crois, dans mon expérience, où la tige pituitaire a été préservée sur le plan anatomique et fonctionnel. La prise en charge post-opératoire, elle est fondamentale, on en a déjà parlé, sur le plan hydroélectrolytique, sur le plan hormonal, sur le plan de l'alimentation. Il faut canaliser le patient pour le forcer à n'opérer, à ne manger que lors des repas et rien entre les repas. C'est vraiment un conditionnement qui est indispensable dès la période périopératoire. On fait une IRM post-opératoire précoce, une réévaluation sur le plan ophtalmologique et cognitif, et on discute avec les oncologues s'il y a un traitement à proposer. Donc là, j'ai colligé une série de 29 patients lillois et lyonnais qui avaient été opérés sur une vingtaine d'années par la voie sous-frontale avec dépôt du rebord orbitaire. Donc il y avait 3 de ces enfants qui avaient moins de 2 ans. Euh, donc le but de l'opération, c'était une exérèse dans 26 cas, une simple décompression dans 3 cas. Donc, dans certains cas, c'était une réintervention par voie sous-frontale avec des pauses du rebord orbitaire. Le suivi moyen, c'était de 7,4 ans. On a eu des complications de l'abord, avec notamment une ischémie de l'artère cérébrale postérieure, qui était lors d'une récidive, d'une perforante du tronc basilaire, là aussi lors d'une récidive. Et puis, sur le plan endocrinien, il y en a 28 sur les 29 qui avaient un panhypopituitarisme, dont 5 avaient une sécrétion inappropriée d'ADH et 2 avaient une adypsie. Donc, une complication réellement très sérieuse sur le plan avec un risque vital. Et sur ces 29, 4 avaient une aggravation visuelle qui a récupéré plus ou moins après l'intervention. En tout cas, ça fait partie des risques de cette intervention. Mais clairement, c'est souvent des patients qui étaient en train de devenir aveugles quand on les a opérés. Donc, ces patients qui avaient le plus souvent donc, des signes visuels lors de l'intervention, des troubles endocriniens, beaucoup avaient une hypertension intracrânienne, certains des troubles du comportement.
En post-opératoire, on retrouvait des troubles visuels dans 70%, des troubles cognitifs dans à peu près 70% et des troubles endocriniens chez tous les patients, parce que même celles qui avaient une tige pituitaire fonctionnelle avaient une hypothyroïdie. La vision utile, elle était préservée chez un peu plus de la moitié des patients, c'est-à-dire 55% qui étaient susceptibles de conduire une automobile, bon, sachant que la vision n'est pas le seul critère pour la conduite, il faut aussi avoir une attention, une réactivité, donc des fonctions cognitives qui permettent de conduire. Et la scolarité, vous voyez qu'il y avait seulement 10 sur les 29 qui avaient une scolarité normale, 10 qui avaient une scolarité avec de l'aide, donc une AVS ou quelque chose comme ça, et puis des différents degrés de difficulté euh, dans à peu près un autre tiers des cas. Donc l'obésité, c'est un problème qui est fréquent. Vous voyez qu'elle était souvent déjà présente en préopératoire. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup qui étaient au-delà de plus de DS avant l'intervention. Elle pouvait être masquée par une déshydratation, liée à l'hypertension intracrânienne aussi. Et en tout cas, vous voyez que les traits en rouge, ils sont nettement plus raides que les traits en jaune, le plus souvent, et qu'on a que l'obésité est plus souvent associée à une exérèse incomplète, contrairement à ce qui se dit beaucoup dans la littérature. Oui, ça s'est inspiré des lances de la bataille de Legnano d'Uccello. En tout cas, le fait que l'obésité soit plus fréquente en cas d'exérèse incomplète, c'est lié au fait que la tumeur est plus souvent infiltrante, qu'il y a d'emblée des lésions hypothalamiques et d'emblée une obésité qui a déjà commencé à se manifester. Donc au total, on a plus de la moitié de ces patients qui a une obésité, dont 28% qui avaient une obésité de stade 2, donc vraiment majeure. Les résultats oncologiques, donc on avait 10 patients qui avaient été irradiés, dont 3 avaient déjà été irradiés avant l'intervention et 6 ont été irradiés en raison d'une progression tumorale. On a 9 patients qui ont été réopérés. Donc, globalement, on a 60% d'enfants qui n'ont pas récidivé dans les 3 ans et qui ont été stables ensuite. Si on voit seulement les patients pour qui on avait un objectif de chirurgie seule, ben, on voit qu'il y en a quand même 65% chez qui on a réussi à faire une exérèse complète et qui n'ont pas eu de nécessité d'autres traitements. Donc, c'est quand même un taux de succès dont il faut tenir compte et qui est à comparer avec d'autres voies d'abord et d'autres protocoles de traitement. Alors, comment est-ce qu'on peut préserver au mieux la qualité de vie chez ces patients, hein? Donc, Claude Laprat disait qu'il avait dans sa consultation beaucoup de crâniophryngiomes qui étaient nains, obèses et jardiniers, hein, ce qui montre les problèmes endocriniens et cognitifs. On peut ajouter que beaucoup sont impubères et immatures. Euh, donc, pour préserver le pronostic fonctionnel, est-ce que l'exérèse one shot, c'est un bon plan? Ça peut être à discuter. C'est souvent faisable, notamment dans les tumeurs sous-diaphragmatiques. Est-ce que la radiothérapie est un meilleur choix que les traitements ciblés? Avec la dabrafénib qu'on a chez l'adulte, on peut espérer qu'on aura quelque chose d'équivalent chez l'enfant. Est-ce qu'il faut prévoir une réintervention? À mon avis, c'est ce qui peut arriver de pire, parce que c'est lors des réinterventions qu'on a le plus de séquelles. Évidemment, on a d'emblée des tumeurs qui sont plus agressives, possiblement. En tout cas, le devenir chirurgical, le devenir sensoriel, c'est un objectif majeur de chirurgie d'urgence, mais avec malheureusement une évaluation qui est préopératoire qui est souvent sommaire, notamment chez les petits. Sur le plan endocrinien, on peut certainement pas faire l'économie d'un traitement substitutif à vie chez la plupart de ces patients, quasiment tous. Et l'obésité, on sait maintenant qu'il y a des traitements ciblés qui vont probablement émerger dans les années qui viennent pour traiter de façon préventive l'obésité morbide. Et le devenir cognitif, comment est-ce qu'on peut le préserver? Ben, clairement, si on peut éviter de réopérer, d'irradier précocement, ça va probablement améliorer le pronostic fonctionnel cognitif. Donc en conclusion, ben, j'ai remis cette phrase de Kenneth Till qui disait qu'il n'y a qu'une seule bonne opération, c'est la première, et je pense que la voie sous-frontale avec des poses orbitaires permet souvent une exérèse complète. Est-ce qu'elle est nécessaire? En tout cas, c'est à déterminer. En tout cas, ça ne s'applique pas à tous les crânios. Certains crânios qui sont purement intraventriculaires ne sont pas accessibles par cette voie.
Est-ce qu'elle apporte un bénéfice sur le long terme? Il faut bien sûr préserver le pronostic fonctionnel de ces patients et toute cette série que je présente ici est bien sûr à comparer avec les autres modes de prise en charge, avec les autres voies d'abord et les autres combinaisons thérapeutiques. Voilà. Donc ça pose la question bien sûr de la centralisation des cas pour pouvoir proposer une prise en charge adaptée et les différentes modalités de prise en charge chirurgicale et non. Voilà. Je vous remercie de votre attention.